Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Nous sommes en guerre. Si vous cherchez la bagarre, vous êtes venu à la bonne place. Je sais que vous pouvez rentrer chez vous une deuxième fois un soir et que votre appartement a encore été visité par des forces mystérieuses, que vos documents ont disparu, que vos ordinateurs ont disparu, mais que votre argent est resté là. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Non, nous ne sommes pas du tout en guerre. Du tout ici où nous sommes. Alors si je vous dis, je vais faire les clichés au départ, si je vous dis Jésus, si je vous dis Rosette, vous allez me répondre quoi? Lyon. Et si je vous dis Paul Bocuse, eh bien vous savez ce que nous, aujourd'hui, Sud Radio est au salon Paul Bocuse d'Eurexpo. Effectivement, pour Made in PME. Eh oui, leur état américain, donc Made in PME, petites et moyennes entreprises, elles sont aujourd'hui célébrées dans le salon Airexpo à Lyon. Et nous sommes là, effectivement, parce que, comme vous le savez, nous avons ouvert la fréquence Sud Radio à Lyon depuis déjà quelques jours et ça marche très bien. Alors, on va vous parler de tout. On va vous parler évidemment avec un grand gastronome, un grand chef. Nous allons parler avec le député de Bron. Nous allons parler avec un historien, un grand historien. Et nous allons effectivement évoquer tout cela, mais auparavant, on va parler aussi de choses qui ne sont pas très heureuses, mais il faut en parler. Ce proviseur qui a été obligé de démissionner parce qu'il a demandé à une élève de retirer son voile et qu'il a eu des menaces de mort. Il faut raconter ce qu'un député dit à l'Assemblée nationale sur les menaces qu'ils ont reçues. Oui, il y a ça aussi aujourd'hui en France. Il y a le formidable art de vivre à la française qui est représenté ici avec le long live PME. Et puis il y a le reste. Et le reste, on est là pour en parler parce qu'on parle de tout dans Berkov, dans tous ses états. Sud Radio. C'est Céline Alonso, 900 000 merci. Vous êtes 900 000 à nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Sud Radio, parlons vrai. En direct depuis Lyon Eurexpo. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Oui, nous sommes en France. En 2024, nous sommes plus précisément à Lyon. En 2024. Mais il se passe des choses quand même qui ne sont pas très heureuses, c'est le moins que l'on puisse dire. Par exemple, un proviseur de la cité scolaire parisienne Maurice Ravel, du lycée, a été obligé de démissionner suite il a été cible de menaces de mort. Oui, il a été menacé de mort parce qu'il a demandé à une élève de retirer son voile. Voilà, nous sommes en France en 2024 et c'est devenu quotidien. Comment? Pourquoi? Sud Radio, Berkov dans tous ses états. Le fait du jour. Le tagada-gada, c'était bien, hein? Ça, c'était un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est très simple. Voilà, le proviseur d'un lycée parisien a démissionné après avoir été menacé de mort sur Internet suite à une altercation avec une élève au sujet de son voile. Alors, le ministère dit, nous avons mis en place les mesures de protection nécessaires. Évidemment, ces incidents sont pas possibles, peuvent pas se renouveler. Toutes les mesures seront prises afin que la sécurité soit assurée. Voilà, donc on va le recevoir. Simplement, il démissionne. Il démissionne parce que il est menacé, il se sent menacé de mort et c'est pas possible. Voilà. Il avait demandé à des élèves effectivement de retirer leur voile et on vous parle de ça et je ne parle pas de Samuel Paty décapité par un terroriste d'origine tchétchène le 20 octobre 2020 à Conflans. Je ne parle pas de Dominique Bernard tué par un terroriste d'origine ingouche en 2023. Je ne parle pas d'Agnès Lassalle, professeur d'espagnol tué à Saint-Jean-de-Luz par un coup de couteau le 22 février 2023, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? On sait ce qui se passe. Mais est-ce que ça va être quelque chose à laquelle il faut s'habituer, comme disait un certain Manuel Valls? Je ne sais pas. Patrice Romain, bonjour. Bonjour. Bonjour Patrice Romain. Vous êtes ancien principal de collège et vous avez écrit un livre et on vous avait reçu pour ça, on avait parlé, un très bon livre que je recommande, Omerta dans l'éducation nationale, qui était paru aux éditions du Cherche Midi. Dites-moi, c'est devenu alors principal de collège ou proviseur ou enseignant? C'est un métier à risque, à vrai risque aujourd'hui?
Incontestablement, parce que les chefs d'établissement sont seuls, désespérément seuls, sans aucun soutien de la hiérarchie. Je ne parle pas des belles paroles, hein, vous pensez que mon collègue, il a été reçu par le Premier ministre, par le ministre de l'Éducation, waouh, super. N'empêche que psychologiquement, je suis pas convaincu que ça l'ait complètement guéri. Ouais. Et oui, mais qu'est-ce qui fait, c'est-à-dire c'est quoi en fait? C'est recul de l'État, c'est lâcheté, c'est passivité, c'est quoi? Comment il se fait qu'on en arrive au stade où, voilà, on dit ah oui c'est terrible et qu'ils soient obligés de démissionner? C'est-à-dire c'est ça pour moi le plus, enfin je veux dire le plus grave, au lieu de se dire attendez, vous allez me protéger à coûte que coûte et je tiens, et on comprend, il dit attendez moi si c'est comme ça, je m'en vais. Patrice Rollin. C'est exactement ça, vous savez. Moi, j'ai été menacé de mort au cours de ma carrière. Lorsque je l'ai dit à ma hiérarchie, la hiérarchie m'a dit oh, vous savez, ce ne sont que des paroles. Entre le fait de le dire et le passage à l'acte, il y a quand même une différence. Voilà comment la hiérarchie prend le désespoir des chefs d'établissement. C'est uniquement un manque de courage. Hein. Il faut quand même savoir que jamais un chef d'établissement n'agira comme a agi mon collègue du premier coup. Il y a une telle pression pour que justement il n'y ait pas de vague dans l'éducation nationale qu'on nous demande la plus grande des bienveillances, surtout à l'égard des atteintes à la laïcité. Donc mon collègue, il a certainement dû dire 10 fois, 20 fois à cette jeune fille d'enlever son voile. Et qu'au bout d'un temps, il en a assez. Et là, ça y est, ça déborde. Mais si, dès la première remarque, la hiérarchie avait été derrière lui, l'avait soutenu et donc avait sanctionné la demoiselle, ça ne serait pas allé jusque-là. Sauf que comme justement, comme le titre de mon livre, hein, Omerta dans l'éducation nationale, surtout il faut mettre toute la poussière sous le tapis, et bien on en arrive à de telles extrémités. Et après, justement, vous faites allusion au fait que vous m'aviez reçu pour mon livre, je vous avais dit qu'il y aurait d'autres Samuel Paty, qu'il y aurait d'autres Dominique Bernard, et je vous le dis, gardez l'extrait, je vous le dis, il y aura d'autres démissions de chefs d'établissement qui n'auront pas envie d'être tués pour une cause qu'ils estiment juste et qui est juste, mais c'est impossible de lutter seul. Sans soutien, c'est impossible. Mais alors justement, Patrice Romain, vous disiez d'ailleurs d'autres, d'ailleurs une autre affaire très similaire à celle du lycée Maurice Ravel à Paris. Là, par exemple, à Ivry-sur-Seine, 3 individus comparaîtront le 31 mai prochain pour avoir menacé de mort une chef d'établissement d'Ivry-sur-Seine. C'est-à-dire, ça continue encore et encore. Mais dites-moi, c'est sûr, mais ils vont être sanctionnés, hein, ils auront au moins un rappel à la loi. Hein. Et rappel à la loi, vous dire le principal va être sanctionné ? Non, mais ceux qui ont menacé de mort, on va leur dire, faut pas recommencer, ça fait 50 fois qu'on vous dit qu'il faut pas recommencer. Hein. Ouais. Et on leur fait un travail d'éducation citoyenne, bien sûr, hein, des travaux. Mais dites-moi, que fait Patrice Rollin, quand même une chose, vous l'avez évoqué, que fait la hiérarchie ? Qui décide de dire stop, au-delà de cette limite, votre ticket n'est plus valable ? Personne ne décide, c'est le ministre, c'est la hiérarchie, c'est le rectorat, c'est quoi ? Je ne suis même pas convaincu que le ministre soit au courant de l'étendue des désastres, des dégâts. Vous savez, c'est un vrai panier de crabes, la hiérarchie de l'éducation nationale. Chacun veut poursuivre sa petite carrière, et pour poursuivre sa carrière, il faut qu'il n'y ait pas de vague. Donc, à tous les niveaux, on cache la vérité. Pourquoi ? Parce que pour être bien vu à l'éducation nationale, il ne faut pas faire de vagues. Donc, des menaces de mort, on étouffe. Il n'y a pas de menaces de mort, donc dans mon département, tout va bien, et donc je peux être promu et aller dans un département plus important. Voilà. C'est vraiment ce principe. Vous savez, normalement, un haut fonctionnaire, il est là pour faire en sorte que l'administration du pays fonctionne. Mais ce n'est plus le cas. Maintenant, la plupart, c'est juste leur petite carrière personnelle. Ce qui est d'ailleurs extraordinaire pour voir tous ces hauts fonctionnaires-là qui prônent le vivre ensemble et c'est pas grave de porter le voile, c'est pas grave d'insulter un professeur, c'est pas grave de le menacer de mort. Tous ces gens-là, leur progéniture, ils la mettent dans le privé ou dans des établissements d'élite. Hein. Ils font en sorte de frauder. Ils connaissent tous les arcanes du pouvoir. Ils fraudent pour que leur progéniture soit dans des établissements tranquilles. Donc évidemment, faites ce que je dis et surtout ne faites pas ce que je fais. Oui. C'est exactement ça.
Mais c'est extraordinaire. On a l'impression qu'une espèce de politique, évidemment, honteuse, on peut pas être suivi, on peut pas le dire, mais en fait, on dit, là, je m'occupe de moi, de ma petite famille, de mon petit igloo, disons, et puis le reste, eh bien, écoutez, c'est la faute à pas de chance, quoi. Et à votre avis, ça ne peut que continuer comme ça, Patrice Romain? Je veux dire, est-ce qu'il peut y avoir un sursaut quand même, ou vous êtes pessimiste là-dessus? Ah, moi, je suis très pessimiste. Vous avez Madame Oudéa Castéra, qui, lorsqu'elle a été ministre de l'Éducation nationale, a clairement menti. Elle a dit qu'elle avait mis son enfant dans le privé parce que les enseignants étaient absents dans le public. Elle a menti sans vergogne. Donc, le minimum aurait été qu'elle démissionne. Mais non, elle est toujours en poste, elle est ministre, elle a dit des Jeux Olympiques formidables, elle n'aura pas d'embouteillage et tout. Donc, les gens maintenant n'ont aucune morale. Donc, il est très compliqué d'avoir une politique correcte lorsque c'est dirigé par des gens qui n'ont aucune morale. Moi, je suis très pessimiste, oui. Ouais, c'est en fait, ce que vous dites, c'est la garantie de l'impunité, c'est cette espèce de garantie terrifiante d'une certaine impunité qui dit oui, bah écoutez, je peux faire ça et ça et ça, oui, et puis voilà, on continue comme ça, parce que ce qui est très frappant, encore une fois, Patrice Romain, les violences, on connaît, ça a existé, mais là, ça devient quotidien avec menaces de mort et compagnie. Et à un moment donné, on se dit mais quoi faire, quoi faire? On ne peut pas quand même baisser les bras. Vous savez, vous avez un tas de chefs d'établissement qui ne veulent pas baisser les bras. Mais lorsque, justement, vous êtes un chef d'établissement attaché à la laïcité, que vous essayez de faire respecter la loi dit bien, pas de signes religieux sont à voir dans un établissement. Donc vous faites respecter la loi. Et lorsque vous avez votre propre hiérarchie qui vous dit, oui, certes, c'est la loi, mais il faut adapter, qu'est-ce que vous voulez faire? Votre propre hiérarchie ne vous défend pas. Et dit attends, reste tranquille, voilà, c'est ça. Voilà, bien sûr, puisque le mantra, c'est patate. Vous savez, mon livre regorge d'exemples. C'est au quotidien. Oui. Là, c'est la taxe énergétique nucléaire. Évidemment, les menaces de mort, c'est terrible. Mais au quotidien, oui, les chefs d'établissement sont désavoués. Ils sont désavoués. Ils doivent se taire. C'est pour ça que vous avez très peu de chefs d'établissement qui s'expriment dans les médias, sauf les représentants syndicaux qui co-gèrent l'éducation nationale avec le ministère. Mais les chefs d'établissement de base ne s'expriment pas dans les médias, parce que s'ils s'expriment, ça y est, leur carrière est terminée. Eh oui, c'est formidable parce que, enfin c'est formidable, et vous voyez ce que je le dis avec des grands guillemets, c'est en fait l'empire du mensonge doublé avec l'empire de la peur, quoi. On dit, voilà, attention, pense à ta carrière, pense à ta famille, tais-toi. Vous savez, ce que ça me fait penser, c'est la fable de Jean qui lèche le crocodile en espérant qu'il sera mangé le dernier. Hein. C'est un peu ça, non? Oui, c'est exactement ça. Merci, on a une question auditeur, André, qui nous dit, là c'est le proviseur qui a été menacé, c'est un peu le dernier rempart du collège, du lycée, parce que c'est plus haut dans la hiérarchie qu'un professeur. Qu'est-ce qui se passe là, Patrice Romain? Là, c'est directement le chef de l'établissement qui est menacé. Oui, c'est le stade au-dessus. Ce n'est pas Samuel Paty, c'est un proviseur, mais ça change rien, hein. C'est ça le problème. Alors vous savez, mais non, c'est une question très intéressante. Parce qu'effectivement, le jour, ça je n'y avais pas pensé, mais le jour où les hauts fonctionnaires, c'est-à-dire les inspecteurs, les directeurs académiques et les recteurs seront menacés de mort, là effectivement, ils diront mince, il faut agir. Ah oui, ça arrive jusqu'à nous. C'est de la petite friture, du menu frottin, ce n'est pas grave. Mais c'est intéressant la remarque de l'auditeur, c'est très intéressant. Effectivement, attendons l'étape suivante, quand justement il y aura des menaces de mort envers les hauts fonctionnaires. Oui, vous savez, dans leur tour d'ivoire, ils sont tranquilles, hein, c'est-à-dire que dès que ça chauffe un petit peu, ils demandent aux chefs d'établissement de céder, et eux ne sont pas menacés en fait. Oui, enfin, est-ce qu'il faudra attendre que les menaces arrivent au ministre de l'Éducation nationale?
Espérons que pas, quand même. Merci beaucoup, Patrice Romain. Merci. Merci, Patrice Romain, d'avoir été avec nous. On rappelle votre livre Omerta dans l'éducation nationale aux éditions du Cherche Midi. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On est toujours en direct du salon Made in PME à Lyon, à l'Euro-Expo. Si vous voulez nous passer nous voir, vous pouvez venir. On est au pavillon 6.3. Et puis on rappelle cette nouvelle séquence si vous nous écoutez dans la région lyonnaise. 105.8. On marque une courte pause sur Sud Radio et on revient pour les perles, les huées et les bravos d'André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. En direct depuis Lyon Eurexpo. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. C'est Radio Londres, mais c'est Sud Radio à Lyon. Donc Radio Lyon, Radio Sud Radio, la voix, vous le savez, de la résistance à toutes les idées reçues et à toutes les doxas et à tous les conformismes et à tous les passages cloutés, balisés. Alors, qu'est-ce qui se passe en Europe ? Alors vous avez vu que apparemment toute l'Europe, il se dit est-ce qu'on va faire la guerre, est-ce qu'on va entrer en guerre ou pas entrer en guerre. Alors les bruits de bottes s'accumulent. On a vu aussi passer l'attentat à Moscou et autres. Et au fond, de temps en temps, on entend de la part de certains responsables la vérité qui sort de la bouche non des enfants, mais des institutions. Comment ? Écoutez. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Entendez cette voix douce, cette voix divine, eh bien vous savez de qui c'est ? C'est Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, en train de se laver les mains tout en chantant l'hymne européen, l'hymne à la joie évidemment de Beethoven. Alors ce n'est pas Ponce Pilate, c'est Ursula von der Leyen. Alors qu'est-ce qui se passe ? Au nom de l'Europe, que doit-on faire ? Alors il y a, vous savez, la polémique fait rage, certains disent non, mais ça ne nous concerne pas, l'Ukraine n'est ni dans l'Union européenne ni dans l'OTAN, d'autres disent non, mais vous êtes des égoïstes, demain ce sera notre tour, si nous ne participons pas d'une manière ou d'une autre, évidemment, soldats ou pas soldats. Et puis de temps en temps, on entend quelque chose, notamment, alors ce n'est pas un sous-fifre, c'est le chef de la diplomatie de l'Union européenne. C'est monsieur Borrell, monsieur Josep Borrell, qui a dit à CNN, la chaîne d'information américaine CNN, voici ce qu'il a dit hier. Écoutez. We cannot afford Russia to win this war. Otherwise, the US and European interests will be very damaged. It's not a matter of generosity alone. It's not a matter of supporting Ukraine because we love Ukrainian people. It is in our own interest, and it's also in the interest of the US as a global player, someone who has to be perceived as a reliable partner. A security provider to the allies. Pas nous permettre que la Russie gagne cette guerre, sinon les intérêts américains et européens seraient mis à mal. Bon, c'est tout à fait sa thèse et la thèse partagée par beaucoup de gens. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il ajoute. Ce n'est pas seulement une question de générosité, non. Ce n'est pas une question de soutien à l'Ukraine parce que nous aimons le peuple ukrainien. Ah bon ? Alors c'est quoi ? Eh ben c'est dans notre propre intérêt. Et c'est aussi dans l'intérêt des États-Unis comme acteur mondial, celui qui doit être perçu comme un partenaire fiable, un protecteur pour la sécurité de ses alliés. Voilà comment la vérité sort de la bouche de monsieur Josep Borrell, président, affaires étrangères, chef de la diplomatie de l'Union européenne. Ça veut dire au fond, c'est dans l'intérêt des États-Unis que nous devons effectivement intervenir d'une manière ou d'une autre, et pas question que la Russie gagne cette guerre. Mais on est d'accord. Mais alors, attendez, la Russie ne peut pas gagner, l'Ukraine ne peut pas gagner, alors on fait quoi ? Qui gagne quoi ? Est-ce que vous avez remarqué que personne ne parle de négociation ?
Personne ne parle de se mettre peut-être autour de la table et d'empêcher que déjà 500 000 morts et voire 1 million de morts ou de blessés demain. Non. Ah non, c'est pas le moment de négocier. Non, pour le moment, il faut être sûr que la Russie ne gagne pas la guerre et que l'Ukraine, en tout cas, revienne dans ses frontières. Très bien, mais peut-être qu'on peut avoir ça par la négociation. Ah non, c'est pas le moment de négocier pour le moment. Il faut se rebattre jusqu'au dernier Ukrainien ou jusqu'au dernier Européen, ou je ne sais pas. Voilà, donc un témoignage, c'est intéressant, d'un haut hiérarque de l'Europe. Voilà, je laisse ça à votre jugement. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Vous savez qui c'est Johnny, bien sûr, Johnny Hallyday, qui a repris le grand Elvis Presley. If you're looking for trouble, si vous cherchez la bagarre, eh bien voilà, c'est Johnny. Si vous cherchez la bagarre, eh ben la bagarre, elle est là. Hein. Et il y a eu hier, à l'Assemblée nationale française, au Palais Bourbon, un témoignage tout à fait étonnant. Parce qu'encore une fois, on parlait de violence et je regrette d'avoir autant de parler de violence, mais après, je vous promets, on parlera d'autres choses. Mais on ne peut pas ignorer la réalité. C'est pas en se cachant et en disant pas de vague qu'on ne parle pas de réalité. Eh bien, on a écouté le député Jean-Philippe Tanguy à propos des ingérences étrangères. Et voici ce qu'a dit en pleine Assemblée nationale Jean-Philippe Tanguy, qui est vice-président de l'Assemblée nationale. Voici ce qu'il a dit. Écoutez bien, parce qu'on s'est dit, voilà un député, hein, c'est pas un citoyen lambda, ce n'est pas un professeur, ce n'est pas un proviseur, c'est un député français. Écoutez. Je sais aussi les pires moyens des ingérences américaines, puisqu'on m'a lancé ce sujet, je ne vais pas m'arrêter, chers collègues. Je sais aussi que vous pouvez rentrer chez vous un soir et que votre appartement a été visité par des forces mystérieuses. Je sais que vous pouvez rentrer chez vous une deuxième fois un soir et que votre appartement a encore été visité par des forces mystérieuses, que vos documents ont disparu, que vos ordinateurs ont disparu, mais que votre argent est resté là, que tout ce qui a de la valeur de votre argent est resté là. Et quand vous allez voir la police, on vous dit, mais c'est sans doute des gitans qui sont passés dans votre appartement, bien sûr, les gitans qui ont fait un feu de joie avec les documents que vous pouviez avoir. Je sais aussi qu'est-ce que ça peut faire, et mon collègue Thomas Ménager est là derrière moi, c'est lui qui m'a récupéré, qu'un soir, non mais ça peut vous intéresser peut-être, car c'est la vérité, chers collègues, qu'un soir, vous quittez le travail à 22h un samedi soir, et puis vous êtes pris dans une rue sombre, vous êtes agressé au couteau, vous êtes mis à terre, quelqu'un qui parle anglais vous enfonce sa lame dans la paupière en vous disant que si vous allez voir la police, il va vous tuer. Et voilà, ça vous fait rire? Ça vous fait rire? C'est ce qui m'est arrivé. Ça vous fait rire, c'est ce qui m'est arrivé. Alors je ne sais pas, c'est Jean-Philippe Tanguy, faut-il le croire, ne faut-il pas le croire, mais je ne vois pas quelqu'un dire ça comme ça en pleine Assemblée nationale s'il n'y a pas de bonne raison de le dire et la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent et qui disent voilà ce qui m'arrive parce que je parle d'ingérence étrangère, etc. Et là, encore une fois, on ne peut que répéter, excusez-moi si je radote, dans quel pays on est? On dit qu'on est en démocratie. La démocratie, c'est de protéger son peuple. Tous les niveaux de son peuple, à toutes les strates. C'est ça? Je veux dire, un député qui peut être menacé, qui peut être cambriolé, sa maison peut être visitée, etc. Alors on se pose des problèmes entre le fossé abyssal qui existe entre les déclarations magnifiques, le vivre ensemble, le nous sommes tous des frères et nous aimons et Yukaidi Yukaida et les fleurs et vous n'aurez pas ma haine et ceci et cela. Et puis une réalité quand même, en tout cas, heureusement elle n'est pas répandue partout, mais elle existe et on se dit mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui se passe? Où sont les colonnes vertébrales? Où sont les gens qui disent, écoutez, stop, encore une fois. Voilà, on vous a donné plusieurs exemples, hein, à tous les niveaux. Voilà ce que dit hier un député à l'Assemblée nationale. Il y a quand même un problème, et croire que ça ne peut pas nous arriver, et de dire, oui, mais ça concerne X et Y, c'est pas notre problème. Oui, c'est pas notre problème. Vous savez, la position de l'autruche, on sait très bien ce que c'est la position de l'autruche, hein, mettre sa tête dans le sable, et s'il vous arrive quelque chose, eh ben, il va aller mieux laisser sa tête hors du sable. Sud Radio Berkov dans tous ses états. N'est pas qui est hélas violente, bon, je le dis, mais c'est une histoire qui concerne quelque chose. Vous savez que le cinéma français, et c'est heureux, est très aidé par effectivement le Centre national du cinéma, aidé par les subventions, aidé par les Sofica, les Soficam, les télévisions, etc. Et c'est comme ça que le cinéma français, en tout cas, subsiste. Et c'est une bonne chose. Encore qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur les critères de sélection. Mais je vous raconte cette histoire d'une réalisatrice qui est une réalisatrice très talentueuse, même si elle n'est pas très connue, Cheyenne Marie Caron.
Eh bien, elle a fait un film en hommage au père Jacques Hamel. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, le père Jacques Hamel. Le père Jacques Hamel a été égorgé dans son église le 20 juillet 2016, dans son église de Saint-Étienne-de-Rouvray, en Seine-Maritime. Le film va sortir le 24 avril prochain, donc il raconte cette histoire, en même temps le criminel, Adel Kermiche, et le père Jacques Hamel, qui a été, je rappelle encore une fois, assassiné froidement dans son église au moment de la messe en juillet 2016. Alors, que dit Cheyenne Marie Caron? C'est que là, elle a donc soumis son scénario à l'avance sur recette, au cinéma, etc. Eh bien, aucune aide de la part de Centre National Cinéma. Aucune aide. Alors que je vous signale qu'ils aident vraiment de toute catégorie de films. Et elle dit ceci: ils ne m'ont pas aidé, je ne sais pas pourquoi ils ont refusé de me donner des aides. Je n'ai pas la réponse. Ils ne m'ont jamais... voilà. Vous allez écouter le sonore de Cheyenne Marie Caron. Dernière question, alors c'est un peu décalé, peut-être vous allez la trouver un peu décalée, mais moi je trouve qu'elle a son importance. C'est, je crois que vous n'avez reçu aucune aide de la part du CNC pour faire votre film. Or, c'est un film positif, c'est un film qui raconte une histoire qui est arrivée en France, qui a bouleversé les Français. Pourquoi est-ce que le CNC, qui est là pour ça, surtout que vous êtes une indépendante en plus, pourquoi est-ce que le CNC ne vous a pas aidé pour faire ce film? Moi, honnêtement, quand j'ai lu ça, j'ai fait un bond. Je me suis dit, c'est impossible. Le rôle du CNC, c'est d'aider des films comme les vôtres. Eh ben, je vais vous dire une chose. Non seulement ils m'ont pas aidé, ils ne m'ont jamais aidé sur mes films précédents. J'avais fait L'Apôtre sur la conversion d'un musulman au christianisme qui se terminait dans la bienveillance, dans le dialogue entre musulmans et chrétiens. Ils ne m'avaient pas aidé non plus. J'ai écrit un projet sur le conflit israélo-palestinien. Vraiment un film fraternelle entre ces deux peuples. Je ne suis ni l'un ni l'autre, je ne suis pas juive, je ne suis pas musulmane, mais j'ai vraiment fait un film de dialogue et de fraternité. Eh bien, ils me l'ont refusé. Et pour le moment, je ne parviens pas à le monter, vous voyez. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Ouais, on a quelques idées, mais bon. Ouais, je n'ai pas la réponse. Effectivement, ça s'appelle les 2 poids, 2 mesures. Comme d'habitude, nous sommes sous la loi des 2 poids, 2 mesures. On aimerait bien avoir un peu plus de transparence et un peu plus d'explication, peut-être. À tout de suite. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. On va revenir dans quelques instants. On parlera gastronomie avec le chef lyonnais Christophe Marguin qui est avec nous. On va parler bouffe, on va parler foie gras, on va parler... Rosette, on est en direct de Lyon. Ne vous excitez pas. On est en direct de Lyon. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Direct depuis Lyon Eurexpo. Sud Radio Bercoff dans tous ses états. Le face-à-face. Eh bien, le face-à-face aujourd'hui, et voilà, là, on va passer à un stade de plaisir. D'art et où mieux que Lyon, on pourrait parler de gastronomie bien sûr, avec Christophe Marguin qui est président des Toques Blanches lyonnaises, qui est propriétaire du restaurant Le Président, très très connu bien sûr. Et vous venez de sortir un livre remarquable, je veux dire très très beau et sur seulement ces Toques Blanches. Alors d'abord, c'est quoi ces Toques Blanches? Ça a été créé comment, Christophe Marguin? C'est quoi l'histoire? L'histoire, c'est que l'association a été créée en 1936 par un très grand chef qui s'appelle Marius Vétard, qui était place Bellecour. Et au départ, c'était vraiment une amicale de chefs. Et c'était vraiment un rassemblement de copains. Ils se retrouvaient tous les mois, ils jouaient aux boules. Ça a duré pendant de nombreuses années. Puis fin des années 80, ça commence à se structurer. Et puis il y avait toujours ce petit casse-croûte tous les mois, mais on commençait un peu plus à parler de l'ensemble des chefs. Et moi, j'ai pris cette association il y a 20 ans. En disant voilà, aujourd'hui il faut qu'on fédère encore plus, c'est-à-dire qu'on est la seule association en France qui va du bouchon lyonnais, parce qu'on a cette tradition à Lyon du bouchon, au restaurant 3 étoiles, et pour nous c'est important de fédérer. Exactement. Souvent les associations de chefs dans les régions, on va prendre les 10-15 meilleurs de la région et on valorise que l'excellence. Les étoilés ou les non étoilés, enfin oui. Exactement, mais il y a des très bons petits restaurants et nous on est là pour valoriser tout le monde. Alors justement, donc l'histoire des Toques Blanches, et elles sont combien ces Toques Blanches aujourd'hui? Donc aujourd'hui on est 147, mais surtout on a eu, je pense, l'intelligence il y a 3 ans d'ouvrir les portes aux gens du service. Les associations de chefs étaient toujours un petit peu sectaires, et puis un jour ça m'a pris, j'ai dit aux membres du bureau, il faudrait peut-être qu'on se fédère un peu plus, parce que sans le service on serait pas là.
Donc on a fait rentrer le service, la sommellerie, et les métiers de bouche qui nous entourent aussi, on veut qu'ils nous rejoignent. Comme par exemple le fromager, on a un fromager meilleur de France à Grenoble qui nous a rejoint, on a un caviste d'exception à Lyon qui nous a rejoint. Donc ces métiers nous intéressent parce qu'on travaille avec eux au quotidien, et pour nous c'est important de les valoriser tout le temps. Et oui. Et ce livre est né de cela. On vous a dit, on va peut-être rassembler un certain nombre de témoignages. Ce qui est important, c'est quand vous avez la chance d'avoir bientôt 90 ans, je pense qu'une histoire, il est important de la raconter, il est surtout important de laisser une trace. Et quand vous avez cette histoire qui est là et qui fait vivre notre région, parce que on fait vivre à travers nos métiers une filière qui est très importante, qui va de l'agriculteur aux arts de la table, à tous nos fournisseurs. Donc c'est de fédérer, c'est un mot important pour moi. Et à travers ce livre, on a décidé de mettre 100 chefs qui ont donné 100 de leurs recettes. Et nos sommeliers, on a 5 sommeliers Mérouet de France. Chacun a fait un accord mets et vins pour chacune de ses recettes. Et bien sûr, on raconte notre histoire au début de ce beau livre. Et c'est un très beau livre, il est paru aux éditions Glénat. Vraiment, je vous le recommande parce que il est passionnant. En plus, c'est bourré de recettes. Mais Christophe Marguin, c'est une question que je pose. Peut-être les Lyonnais ont la réponse, mais les non-Lyonnais, non. Qu'est-ce qui fait que Lyon, en fait, est-ce qu'on peut expliquer pourquoi Lyon demeure, et c'est très bien, mais depuis, allez, j'allais dire des siècles, la capitale, la gastronomie, le bien manger. D'abord, on pense à Lyon. Bien sûr que d'autres villes existent, mais... Alors, la première chose, je pense que c'est notre histoire. On a eu les maires qui travaillaient chez les soyeux, et un jour les soyeux ont vécu la crise eux aussi à un moment de leur vie, et ils pouvaient pas garder leurs employés. Donc certaines femmes se sont installées, comme la mère Fillou qui a formé la fameuse mère Brasier, et ces femmes, elles sont le début de notre histoire. Ça a commencé par les femmes. C'est les femmes qui ont marqué l'histoire à Lyon. Ensuite, on a eu un grand chef qui était juste à côté de Lyon, qui s'appelle Fernand Point. Et Fernand Point, il a formé toute cette génération de chefs, de Paul Bocuse, de M. Troisgros, de M. Eberlin, d'Alain Chapelle, M. Houtier. Tous ceux qui, à nous, notre génération, sont nos maîtres. Et ça a toujours duré, ça a perduré parce que ça se transmet. C'est de génération en génération. Moi, je suis la 4e génération. J'ai un fils qui me suit, donc j'espère qu'il y aura une 5e génération bientôt. Je pense que la force, elle est là. C'est qu'il y a une tradition et on a des fournisseurs extraordinaires. On a les Halles de Lyon qui sont là. On a un vivier de produits qui est autour de nous et qui nous abreuve au quotidien. On a les vins, on est entouré des vins. Donc, on a une richesse qui fait que je pense que le territoire, les gens ont envie de rester. Et maintenant, depuis quelques années, on a la chance d'avoir une école également qui s'appelle l'Institut Life maintenant, qui a changé de nom il n'y a pas très longtemps, qui est à Écully, et qui forme des jeunes qui viennent du monde entier. Et depuis une dizaine d'années, on se rend compte que beaucoup de jeunes, ils repartent pas dans leur pays, ils s'installent, et ils s'installent à Lyon. Et pour nous, c'est important. De partout. Exactement. Et c'est important parce qu'ils apportent quelque chose de différent. Et justement, cette force de Lyon, elle est là. C'est le fait de mélanger cette tradition, cette nouvelle vision, ces nouveaux goûts qui viennent un peu d'ailleurs et qui s'implantent maintenant dans notre ville, et je pense que ça va durer encore très longtemps grâce à ça. Oui, c'est formidable, on voit, quand on vient ici, c'est vrai, la qualité est là, et vous avez tout à fait raison, et même plus que ça, de me dire, il y a les bouchons, et puis il y a les grands restaurants, et tout ça de mairie. Vous savez, moi, une de mes premières visites à Lyon, je le raconte toujours, c'était dans les Traboules, et je me rappelle, j'arrive, je n'avais même pas d'appareil photo, il y avait un restaurant, c'était marqué restaurant ouvrier, cuisine bourgeoise. Et il y a une chose que j'ai oublié de dire également qui est important, c'est que le Lyonnais aime sortir. C'est-à-dire que le Lyonnais, il aime aller manger au restaurant, il aime aller manger aux Halles de Lyon, il aime aller découvrir des nouvelles tables. Et ça, pour nous, c'est important parce que c'est grâce à eux qu'on vit. Oui, c'est formidable. Alors, justement, il y a autre chose aussi, Christophe Marguin, c'est que comme un restaurateur tel que vous a commencé à avoir non seulement des velléités, mais des intentions de rentrer en politique. Et de rentrer en politique, attention, par la grande porte, parce que, on peut le dire, vous visez la mairie de Lyon. Oui, c'est une ambition qui me tient à cœur parce que tout simplement je suis amoureux de ma ville. Ça fait maintenant 20 ans que je m'investis auprès des top blanchonnaises à travers l'associatif. J'ai des mandats différents à la Chambre de commerce, à la Chambre nationale de commerce, à la région au tourisme, au Conseil économique et social. Donc tout ça fait que je suis élu depuis 3 ans à la métropole maintenant. Donc je vois ma ville qui se dégrade, je vois ma ville qui souffre. Et quand on est... Qu'est-ce qui se dégrade surtout ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a une chose qui n'existe plus aujourd'hui à Lyon, c'est de bien vivre ensemble. Aujourd'hui, il y a vraiment, on sent que beaucoup de gens sont pas heureux.
Et il y a des tensions, vous prenez la voiture, il y a des tensions, vous vous promenez dans le cœur de la presqu'île, il y a des tensions. Donc je pense qu'il faut apporter un petit peu de sagesse et qu'il faut arriver à ce que tout le monde soit heureux de revenir dans notre ville qui est extraordinaire. C'est vrai. C'est vrai qu'elle est, en tout cas, elle est plus que séduisante. Mais dites-moi, c'est un chemin, je veux dire, parsemé d'embûches, j'allais dire. Et vous en fait, vous vous dites, c'est le moment, parce que vous pouvez vous dire, c'est vrai, vous quittez votre zone de confort. Et heureusement qu'il y a des gens qui quittent leur zone de confort, en tout cas qui prennent aussi des distances, parce que c'est un métier à plein temps. Moi, j'ai la chance, ça fait aujourd'hui 41 ans que je travaille. Donc je pense que j'arrive au bout de mon métier. Je pense qu'il faut avoir la sagesse à un moment de savoir se retirer, de passer la main. Et mon fils qui est à nos côtés maintenant, je serais heureux qu'il me succède. Donc comme je suis un garçon hyperactif, je suis incapable de rester chez moi à m'ennuyer. Et je me suis dit, mais il faut que tu te consacres à ta ville. Moi, je fais pas ça pour avoir un mandat. J'ai la chance, j'ai pas besoin de ça pour vivre. J'ai la chance de dire, voilà, moi, si je me consacre à ça, j'ai pas de but pécuniaire, j'ai pas de but particulier, c'est uniquement ma ville. C'est dire, voilà, aujourd'hui, le centre-ville souffre, les commerces souffrent, les gens que je connais souffrent, les difficultés sont de plus en plus importantes, en plus de l'économie. On leur met des bâtons dans les roues pour travailler. En quel sens ? Parce que, par exemple, notre maire préféré, on a un axe principal, on est entouré de 2 fleuves. Donc il y a la presqu'île, et cette presqu'île, il y a tous les commerces, beaucoup des commerces sont dans la presqu'île, et il y a des axes traversants, et ils décident d'un seul coup, du jour au lendemain, sur une décision personnelle, de fermer un des axes principaux. Donc c'est-à-dire que tous ces commerçants qui sont déjà en difficulté aujourd'hui risquent de se trouver dans une situation vraiment très très critique. Oui, où les gens ils peuvent faire faillite, enfin. Ah ben, il y en a vu ça à Paris avec la rue de Rivoli, par exemple. Exactement, et puis il y en a déjà qui sont dans une situation très compliquée, et je pense que malheureusement ça va pas s'avancer. Mais c'est quoi alors? Dites-moi juste, c'est quoi? C'est une certaine idéologie, j'allais dire, d'ayatollah de l'écologie. C'est quoi dans le cas de Lyon? Oui, il faut pas d'employer certains mots. Il n'y a pas de discussion. Moi, je suis élu à la métropole. On est dans l'opposition, bien sûr. Je pense que malgré que je sois depuis quelques années vraiment en politique, je pense que l'intelligence de la politique, c'est d'échanger. Surtout quand on dirige une ville comme Lyon, un maire, il doit être élu pour tous ses administrés. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec les gens qui sont au pouvoir. Et c'est des gens qui décident, qui font vraiment comme ils ont envie. L'économie ne les intéresse pas. Et en fin de compte, je pense que pas grand-chose les intéresse. C'est la planète qui les intéresse, enfin la planète abstraite. Je suis même pas sûr. Je sais pas s'il y a quelque chose qui les intéresse. Ouais. J'ai un ami général qui vient de prendre sa retraite de la gendarmerie. Lorsqu'il est arrivé à Lyon, malgré que ça soit pas Lyon est sous le contrôle de la police nationale, normal, il voulait rencontrer le maire de Lyon, il a refusé de le rencontrer. Comment on peut faire ça? Et ça, c'est un des exemples que je pourrais en citer plein d'autres. Nous, ce qu'on veut juste, c'est arriver à dire, voilà, notre ville, elle est extraordinaire. On a eu des maires qui ont fait des travaux merveilleux pendant nombreuses années. On veut juste que ça revienne normal, que l'économie reparte, que les gens soient heureux, que les gens aient envie de continuer à venir à habiter à Lyon. Aujourd'hui, chaque année, le nombre d'habitants de Lyon est en décroissance. Ils vont autour de Lyon. Donc ça, c'est pas bon. Il y a de moins en moins d'élèves dans les écoles, et ça, c'est pas bon, à un moment, on va le payer. Et à votre avis, on peut changer la situation, bien sûr, c'est pour ça d'ailleurs que vous vous présentez, mais qu'est-ce qui fait que on le voit à Paris, et nous très fortement, enfin moi j'habite Paris, et je vois très très bien que il y a des avenues qu'on ferme, il y a des gens, or vous n'êtes pas Venise, c'est pas une ville musée Lyon, c'est pas une ville musée Paris. Pourquoi veut-on empêcher les gens de travailler? Moi c'est une question vraiment qui me taraude. Non mais le tout simple, c'est pourquoi on veut empêcher les gens de vivre ensemble? Voilà, tout simplement. C'est ce qu'on veut. C'est un moment, on a l'impression qu'il y a 2 catégories. Il y a une catégorie de gens qui aiment certaines choses et les autres, ils n'existent pas. Donc je pense que c'est pas ça, c'est quand on aime, je vous dis, je me répète, mais on doit faire pour tout le monde. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. Oui. Et certains considèrent effectivement que... est-ce que ce n'est pas ça aussi, Christophe Marguin? Certains considèrent que moi je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Moi je suis le camp du bien. Donc moi je sais, vous ne savez pas. En fait, vous n'avez pas conscience de ce qui est bon. Donc laissez-moi faire et vous allez voir, vous allez être content. On a l'impression en tout cas, et
pas seulement à Lyon, mais un peu partout, qu'il y a ce camp-là, je dirais. Je pense que vous ressentez bien les choses. Il faut... Le truc qui nous bloque, c'est de ne pas pouvoir échanger. De dire, voilà, à un moment, il y a un intérêt commun, et qu'est-ce qui est, à la fin, qu'est-ce qui est le plus important? C'est les gens qui vivent dans la ville. Donc, plus à la limite, plus l'économie ira bien, plus il y aura d'habitants, plus il y aura d'enfants dans les écoles, plus nos personnes âgées seront heureuses, plus la ville sera propre, la circulation sera fluide, ça sera un monde merveilleux. Et le problème aujourd'hui, on va dans le sens contraire, et avant d'y arriver, on aura beaucoup de travail, mais on va s'y atteler. Comme quoi l'enfer est pavé de bonnes intentions. Merci Christophe Marguin. Je rappelle que vous êtes président, vous êtes propriétaire du restaurant Le Président, et je rappelle surtout votre livre, vraiment à lire, à feuilleter, à et à essayer de faire les recettes. Donc sur ces toques blanches, ce très beau mouvement des toques blanches. Et voilà, ça ce serait un très bon programme. Ce que vous en pensez, Victor? Vous venez à Lyon et vous faire les 140 toques blanches de Lyon. Ça sera pas facile, hein. Oui, ça prendra du temps, mais après tout. Hein. Il n'y a pas que le temps, il y a également le foie. Oui, mais nous avons la foi, donc nous tiendrons. Merci Christophe. Merci à vous. Merci Christophe Marguin d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio. Nous sommes toujours en direct de l'Expo de Lyon, le salon des PME. Vous pouvez nous voir, on est à l'espace Paul Bocuse au pavillon 6.3. Si vous voulez nous faire un petit coucou et écouter l'émission en direct, on revient tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. C'est Jacques Pessis. Vous êtes désormais 900 000 à nous suivre sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Vous faites mentir le proverbe, quand on aime, on ne compte pas. On vous aime et on sait qu'on peut compter sur vous. Sud Radio, parlons vrai. En direct depuis Lyon Eurexpo. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Berkov dans tous ses états en direct de leur expo salon Made in PME à Lyon. On était à l'instant avec le chef Christophe Marguin et désormais nous sommes avec Jérémy Bréau, le maire de Bron. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Oui, et on n'est pas dans l'émission de Pierre Bonte, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Jérémy Bréau, c'est intéressant parce que justement on parle de Lyon, mais parler de Bron, ville de 43 000 habitants, c'est bien ça, qui est à côté, hein, je veux dire, mais 43 000 habitants, c'est une ville bien moyenne, etc. Et je voudrais juste commencer par dire au fond, qu'est-ce que c'est qu'être maire? Surtout, je rappelle simplement que c'est une ville qui était historiquement à gauche depuis 1944. Et elle est passée avec vous à droite, enfin disons, en 2020. C'est bien ça. Mais au-delà de la gauche et de la droite, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Ça fait donc 4 ans maintenant que vous exercez. Qu'est-ce que c'est que le métier de maire d'une ville moyenne aujourd'hui comme Bron? C'est-à-dire qu'est-ce que, au-delà de ce qu'on sait, ce que fait un maire, et justement par rapport au pouvoir qu'il a aujourd'hui, par rapport au pouvoir qu'il avait avant, par rapport au consensus, Christophe Marguin a parlé de vivre ensemble, par rapport à l'exécutif, hein, puisque vous avez évidemment la métropole, on va en parler, la communauté de communes. Est-ce que c'est devenu plus difficile d'être maire d'une ville comme Bron ou pas, où les difficultés sont les mêmes? Écoutez, c'est déjà une activité passionnante. Sur le plan humain notamment, et à titre personnel, quand je me lève le matin, j'ai pas l'impression d'aller travailler, tellement que le mandat de maire vous permet de rencontrer une telle diversité de situations, une telle diversité de personnes. Être maire, c'est quoi? C'est à la fois gérer le problème du quotidien des habitants qui parfois, souvent même pour vous, c'est pas votre priorité, mais pour eux ça leur mine la vie, problème de voisinage notamment, problème de voirie et autres, et en même temps savoir une vision à 30, 40, 50 ans où vous pouvez véritablement agir sur l'urbanisme, sur le cadre de vie. Donc c'est on va dire, c'est une activité où il faut un couteau suisse, il faut à la fois s'occuper du quotidien et en même temps, voilà. Maintenant, alors, je suis un jeune maire dans le sens où j'ai été élu effectivement pour la première fois en 2020, donc j'ai pas le recul de certains de mes collègues, mais ceux-ci me disent que c'est de plus en plus compliqué. Mais c'est comme au niveau national où il y a de plus en plus de normes, où il y a de plus en plus, on va dire, de contraintes, et ce dans un contexte budgétaire de plus en plus difficile. Ceci étant, Bron, c'est une ville, donc 43 000 habitants, on est la 6e ville la plus peuplée de la métropole de Lyon. On a
à la fois un taux de population dit riche supérieur à la moyenne nationale et en même temps un taux de population dit pauvre supérieur à la moyenne nationale. Donc on a une ville avec beaucoup de disparités et en même temps vous devez prendre des décisions qui engagent le plus de monde, tout le monde. Et effectivement, parfois c'est pas simple, mais il y a tellement de métiers qui sont plus compliqués que ça. Mais en tout cas, ça reste déjà c'est pas un métier, c'est un mandat, mais qui est passionnant. Voilà, oui, parce que j'ai commencé jeune quand j'avais, il y a quelques années, il y a 25 ans, quand j'avais 16 ans, mais en tout cas, c'est passionnant, même si c'est compliqué, notamment dans nos rapports, parfois avec l'État ou parfois également aussi avec la métropole de Lyon. Justement, je voudrais vous en parler parce qu'on a reçu beaucoup de maires. Je pensais au Salon des maires. Nous allons avec Sud Radio de temps en temps et de façon assez régulière. Mais ceux qui beaucoup disent ça, en fait, nous avons vu le pouvoir s'éroder comme une peau de chagrin. C'est-à-dire aujourd'hui, le pouvoir, par exemple, par rapport au budget, etc., parlons très concrètement, par rapport à la métropole, qui donc coiffe tout ça, quel est votre pouvoir, je veux dire, budgétaire, qui vous alloue quoi? Vous pouvez comprendre, c'est quoi la mécanique aujourd'hui? On va dire, on a ce qui nous reste encore, c'est notamment le pouvoir d'instruire les permis de construire. D'accord. Ce qui vous permet d'avoir. Ça, c'est la mairie. Bien que la métropole voulait nous le prendre. Donc, il y a une fronde des maires. Parce que ça vous donne la main, on va dire, sur le développement du cadre de vie. On a encore le pouvoir de police municipale. Donc, moi, par exemple, j'ai multiplié par 3 les effectifs de police. Je suis passé de 35 caméras à plus de 300, etc. Tout ça pour réduire l'insécurité. Mais par exemple, ce que l'on n'a pas, et ce qui est pour nous une aberration, c'est qu'on n'a pas la compétence voirie. C'est-à-dire là, vous n'avez plus la compétence voirie ou vous l'avez eu? Non, on l'a eu il y a déjà quelques années, mais maintenant on ne l'a plus, et ce qui fait que là on voit bien, vous avez la métropole qui du jour au lendemain modifie son circulation ou va vous installer une piste cyclable qu'on appelle une voie lyonnaise chez nous, sans même tenir compte des problématiques. La chez vous s'appelle voie lyonnaise. Oui, pour info, la métropole tenue par l'exécutif écolo d'extrême gauche. On met un peu de chocolat, quoi. On met la barrette de chocolat. Oui, c'est plus à la boutonnière. C'est plus marketing, mais ça pédale pareil. Ils vont mettre 1 demi-milliard d'euros sur le plan vélo, beaucoup plus que ce qui est mis sur la rénovation des collèges, par exemple, ou sur la santé et le social. 1 demi-milliard d'euros sur le plan vélo. Sur le mandat pendant 6 ans. Et en ce moment, les écoles vont très bien, merci. Je veux dire, tout va bien. Les hôpitaux, n'en parlons pas. Je pense que vous avez la réponse dans vos questions. D'accord. Et ça, donc, en fait, la métropole a une politique quoi, écologique totale, 100%, enfin, c'est quoi? Oui, il y a une vraie nouveauté. Jusqu'à maintenant, non. Bron fait partie de ce qu'on appelle la métropole de Lyon. La métropole de Lyon, c'est une, on va dire pour expliquer simplement aux auditeurs, c'est une communauté de communes on va dire avec des spécificités. Elle est unique en France, en l'état, et jusqu'à maintenant, avec les anciens présidents de la métropole, je pense à Gérard Collomb, je pense à Raymond Barre ou à Michel Noir, si on remonte un peu plus loin, il y avait une sorte de cogestion entre le président de la métropole et les maires. Ça veut dire qu'il y avait une sorte de consensus. Voilà, sur un projet, qu'est-ce que t'en penses, on fait ci, etc. Il y avait toujours une réalisation commune. Là, pour la première fois, ça basculait une gouvernance écolo, et là, vous avez un passage en force qui est terrible, et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, sur les 58 maires qui composent la métropole, on est à peu près une quarantaine à régulièrement signer des communiqués de presse ou mener des actions communes pour dire... Vous avez une fronde des maires, voilà. Effectivement. Mais c'est une fronde qui traduit un véritable ras-le-bol, puisqu'en fait, on n'est pas... nos avis ne sont absolument pas respectés, et donc à un moment, on dit stop, et à un moment, c'est plus possible de fonctionner comme ça. Certes, ils ont été élus, il faut respecter le suffrage universel, mais nous aussi, dans nos communes, nous avons été élus. Et la spécificité de la métropole de Lyon, qui est une aberration, c'est que parfois vous avez des maires qui ne sont pas représentés à la métropole, alors que leur opposant au sein du conseil municipal est vice-président de la métropole, et c'est lui qui décide à la place du maire. Vous êtes très orwellien, en fait. Vous savez, tous les hommes sont égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que d'autres. Ou il y en a qui pensent, voilà, ou il y en a qui pensent qu'ils sont supérieurs aux autres. D'accord. Mais au fond, le ras-le-bol que vous exprimez, en tout cas les 40 maires, les frondeurs, disons, c'est sur quoi spécifiquement? Qu'est-ce qui vous fait réagir? C'est sur la méthode de gouvernance. C'est notre avis ne compte pas.
nous ne sommes pas écoutés. Et à un moment, la communication, on l'a stoppée. Quand on se retrouve une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois face à un mur, on s'arrête. Et puis également, on va dire les choses, c'est une politique qui est menée en faveur des petits copains. Il y a un clientélisme qui est assuré. Ils se disent écolos, mais en même temps, ils sont contre le nucléaire, quand même une aberration. Et en même temps, ils sont contre le Lyon-Turin, qui est un projet d'envergure dans notre région. C'est pour ça c'est une politique. C'est pas une aberration pour eux d'être contre le nucléaire. C'est dans leur ADN. Oui. Ça, on peut pas le reprocher. Non, mais en revanche, comment on fait pour l'électricité? Exactement. Surtout quand il y a un embargo. Non mais pour revenir à ça, ce qui est étonnant dans ce que vous dites sur cette métropole, d'ailleurs c'est formidable. Moi je croyais que la caractéristique de Lyon, l'unique c'était la gastronomie, et vous avez la métropole. Autre anomalie constitutionnelle. Enfin j'exagère. Mais ce que je veux dire, c'est que au fond, cette chose qui a été créée aujourd'hui, vous en dépendez quand même. Oui, on dépend. Donc c'est pour ça qu'on est quand même malgré tout, on est quand même obligé de faire avec, parce que notamment sur certaines compétences, on est obligé d'avancer avec eux. Mais c'est pour ça qu'actuellement on est en train de travailler tous les maires frondeurs. Pour qu'en 2026, ça puisse cesser, quoi. Et puis qu'on puisse retrouver une gouvernance comme avant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on pousse la proposition de loi du sénateur Étienne Blanc, qui propose justement de revoir le mode de scrutin pour éviter... Alors de revoir comment, en fait, spécifiquement? Pour éviter, déjà pour que chaque maire puisse être représenté à la métropole pour pouvoir défendre sa commune. Alors que c'est pas le cas aujourd'hui. Alors que c'est pas le cas. D'accord. Et aujourd'hui, par exemple, alors on voit très bien comment ça se passe sur le plan du chômage, sur le plan du vivre ensemble, sur le plan des relations et des tensions à Bron. Est-ce que vous êtes un peu le miroir de ce qui peut se passer dans beaucoup d'autres villes de France? Moi, j'ai été élu essentiellement sur la thématique de la sécurité. La sécurité, pourquoi? C'est la première des libertés. Les premières victimes de l'insécurité et des incivilités, ce sont celles et ceux qui vivent dans les quartiers difficiles. Et c'est pour eux qu'il faut se battre. Et quand vous arrivez à obtenir des résultats, vous arrivez à refaire venir des commerces de proximité qui avaient fui, et également aussi vous êtes en mesure enfin de pouvoir organiser des événements populaires. Bref, quand vous ramenez la sécurité, vous ramenez de la vie dans votre commune. Ça a été chaud. La première année, il y a eu une succession d'événements parce que justement on n'a rien lâché. J'ai même été sous protection pendant 6 mois, mais maintenant 3 ans après, les résultats sont là. Tous les indicateurs sont à la baisse. On est passé de 130 voitures qui brûlaient en 2020 à une petite trentaine. Il y a également aussi, il y a plus de mariages. On en parlait en préparation. Il y a plus de mariages qui débordent à Bron parce que on lâche rien là-dessus. On va en parler tout de suite après cette petite pause, parce que ça c'est très important de savoir justement où on disait où on met le taquet. Où on met, effectivement, on dit au-delà de cette limite, le ticket n'est plus valable. On en parle tout de suite après cette petite pause. Vous restez avec nous, Jérémy Bréau, maire de Bron. On marque une courte pause sur Sud Radio. On est toujours en direct de ce salon des PME, espace Paul Bocuse, pavillon 6.3. Si vous voulez venir nous faire un petit coucou. Et puis si vous êtes dans votre voiture, peut-être que vous nous écoutez dans la région de Lyon, 105.8, la nouvelle fréquence, en direct sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Je voulais vous remercier d'exister. Parce que vous êtes vraiment la seule radio que j'écoute et vous êtes quasiment les seuls à faire véritablement votre métier de journaliste. Sud Radio, parlons vrai. Jade. En direct depuis Lyon Eurexpo. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Dans tous mes états, je ne suis pas le seul, bien sûr, et nous sommes toujours avec Jérémy Bréau, maire de Bron. Et justement, on est en train de parler d'insécurité. Jérémy Bréau, je voudrais que vous le racontiez justement. Vous êtes arrivé, vous êtes occupé beaucoup, on parlait de ce qui se passe, de la sécurité. Beaucoup de gens, comme vous dites, ce n'est jamais les plus riches qui souffrent de la sécurité, parce que la plupart ont des maisons protégées, etc. Mais dans certains quartiers, on le sait, là, il y a des points de deal, etc. Enfin, on en parlait un peu partout. On sait ce qui se passe. J'ai même une fois des enquêtes et j'ai vu comment on arrivait dans certaines cages d'escalier.
Et comment vous avez alors réagi? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Je veux dire, vous avez tout de suite essayé de faire des choses, mais j'imagine qu'il y a eu des résistances. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, effectivement, j'ai été élu en juin-juillet 2020. Très rapidement, on a mis en place ce pourquoi on a été élu. On a été élu essentiellement sur la thématique de la sécurité, donc fallait très rapidement montrer que nous étions au travail. Donc ça a été déjà augmentation des effectifs de police, ça a été plus de présence sur le terrain de la part des policiers, ça a été aussi surtout la fin des mariages qui débordent. Ça avait fait la une de l'actualité à l'époque. Les mariages qui débordent, c'est-à-dire les cortèges de voitures. Exactement, ça veut dire on rentre en mairie avec des fumigènes, ça veut dire qu'on arrive avec 45 minutes de retard, bref, on fait ce que l'on veut. Suite à ce dernier mariage qui avait débordé au mois de septembre, je m'occupe maintenant de faire signer une charte. Et depuis donc septembre 2020, il n'y a plus aucun mariage qui déborde. Très concrètement, tous les mois, on reçoit en mairie tous les futurs mariés du mois suivant. Vous leur faites signer une charte? On leur fait signer une charte. Et c'est quoi cette charte? Dans la charte, quand vous êtes maire, vous ne pouvez pas annuler un mariage. En revanche, c'est clairement inscrit. Si vous arrivez avec plus de 30 minutes de retard, le mariage est décalé au lundi 8h du matin. Si vous faites du rodéo en arrivant à la mairie, rendez-vous lundi 8h. Si vous entrez en mairie avec des drapeaux, quel que soit le drapeau, lundi 8h. Si vous arrivez avec des groupes de musique, lundi 8h, etc., etc. C'est dommage d'en arriver là. Vous avez l'influence au lundi 8h, là. Voilà. Non, mais pour l'instant, il n'y a jamais eu aucun mariage qui n'a plus débordé. Comme c'est triste d'en arriver là. On fait signer la charte. Si signe pas, on marie pas. Bah, on fait simple, c'est dommage. On a l'impression de revenir dans une cour d'école, mais c'est comme ça que ça marche. On ne marie plus l'après-midi aussi. En principe, on est moins excité le matin à 10h du matin qu'à 3h de l'après-midi en plein cagnard en étant alcoolisé. Donc ça reste encore fragile, mais depuis 3 ans et demi, ça a apaisé la situation. Ah bah c'est même plus que ça, c'est que ça a totalement disparu. Alors qu'il y avait des mariages qui débordaient très régulièrement à mon arrivée. Deuxièmement, on a multiplié les actions de terrain, police municipale, police nationale sur le terrain, ce qui fait que ça n'a pas plu à celles et ceux qui tenaient le quartier. Donc une semaine après l'assassinat de Samuel Paty, j'ai eu à 3-4 endroits de la ville des tags indiquant Bréau, on va te décapiter, décapitation, etc. Ah, carrément. Ouais. Après, visite de terrain avec le président de région, Laurent Wauquiez. Là où nous sommes allés sur le terrain, ça a brûlé. Et puis surtout, en février 2021, la voiture de mon directeur de cabinet a été caillassée. Nous étions juste à côté. Pendant 10 minutes, on a vu au-dessus de nous passer des projectiles, cailloux, morceaux de bois, canettes, etc. Suite à ça, j'étais sous protection pendant 6 mois. Donc 24-24, et le rapport de force, voyant que je n'allais pas céder, et moi je considérais que malheureusement c'est triste de dire ça, mais fallait passer par là pour arriver après. Ceux qui tenaient le quartier ont dû siffler la fin de la récré en disant aux petits jeunes, maintenant vous arrêtez, excusez-moi l'expression, mais vos conneries, parce que ça fait venir les journalistes et ça fait venir la police sur le terrain, donc c'est pas bon pour le business. Donc effectivement, vous savez, quand vous êtes maire, vous n'êtes pas magicien. Il y aura toujours des incivilités. Mais en tout cas, tout ce qui pourrissait le quotidien des Brondillons, à savoir notamment les rodéos, les tirs de mortier, etc., ça a quasiment disparu. En revanche, le fléau que l'on a actuellement, mais comme partout en France, je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment, c'est la drogue. Et quand, il faut avoir un constat lucide, et quand, au moment des émeutes de juin dernier, qui ont duré à peu près 4 jours, quand le président Macron dit c'est bon, l'État en a réglé ça en 4 jours, c'est pas l'État qui a réglé ça en 4 jours, c'est dans les quartiers. Les dealers ont dit arrêtez, et d'ailleurs, c'est mauvais pour l'économie. À Marseille, dans le quartier nord, ça n'a pas duré 4 jours les émeutes. Hein. Au bout du premier jour, il n'y en avait plus. Hein. Moi, à Bron également, ça a été un peu chaud le premier soir. Et après, ça a été extrêmement calme. Et ça, le problème, c'est que ça fait vivre tellement de personnes, ça fait vivre parfois des allées entières dans les immeubles, que c'est extrêmement compliqué. Et pour l'instant, là-dessus, j'ai pas la solution. Mais alors justement, Jérémy Brault, vous n'avez pas la langue de bois non plus. Parlons-en. Est-ce que cette économie parallèle, l'économie de la drogue, est-ce que c'est un mal, je ne dirais pas nécessaire, mais c'est un mal qu'on ne peut pas éradiquer? Parce qu'on entend du matin au soir, on a vu, dès que les responsables politiques, quels qu'ils soient, vont là, et oui, il faut. En fait, et vous dites vous-même, et vous n'êtes pas le seul, ça fait vivre toute une partie de la population, je ne dis pas une majorité, enfin minorité, oui. Minorité, d'accord. Mais est-ce que l'idée, évidemment, c'est pas de la légaliser, mais est-ce que il faut faire avec? Franchement. C'est compliqué pour moi de vous répondre, oui.
on peut pas. Parce que le problème, effectivement, parfois il y a les opérations place nette actuellement, où en gros XXL, XXL, pour faire court, c'est on envoie énormément de présence policière pour nettoyer, mais sauf que derrière, faut engager un véritable travail de fond, parce que sinon ils reviennent peut-être pas le lendemain, mais au moins le surlendemain. Donc il y a un vrai travail à faire avec les bailleurs, il y a un vrai travail à faire aussi sur le cadre de vie, il y a un vrai travail aussi au niveau de la mixité sociale dans ces quartiers. Je vais employer un mot qui était un gros mot il y a encore 4-5 ans, mais maintenant tout le monde l'emploie, il faut l'employer. C'est la question du peuplement aussi. À un moment, faut éviter de refaire les erreurs du passé où on crée des ghettos en mettant uniquement des personnes de même origine au même endroit. Ça peut pas fonctionner. Et là, on a créé, on va dire, des sortes de bonbonnières, et c'est pour ça que nous, à Bron, je vous parlais tout à l'heure d'avoir une vision à 30-40 ans. L'un de nos plus gros dossiers qui nous prend le plus d'argent, mais à bon escient, c'est la rénovation urbaine d'un des 2 quartiers prioritaires de la ville, dont l'objectif est de faire passer le taux de logement social de 99% à 65%. Mais ça, sauf que ça prend pas un mois, on est engagé sur des années. Non, mais c'est très important, en tout cas, oui, vous allez vers il faut effectivement employer des idées nouvelles, une réalité nouvelle en tout cas, et des démarches absolument nouvelles. Merci Jérémy Bréau, mais merci, on reviendra vous voir, on viendra et à Lyon et à Bron, et on fera des émissions effectivement, parce que ça c'est quelque chose qu'on a très envie de faire sur le terrain. Merci à vous. Ce qui se passe. Merci monsieur le maire d'avoir été avec nous. On va marquer une courte pause sur Sud Radio, et dans quelques petites minutes, on va parler d'histoire sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. C'est Valérie Expert, un grand merci. Vous êtes 900 000 désormais à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Merci à vous, merci d'être fidèles au Parler Vrai de Sud Radio, et on vous attend encore plus nombreux. Sud Radio, parlons vrai. Quand on n'a pas... En direct depuis Lyon Eurexpo. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et il n'était pas question de finir cette émission ici à Lyon, à Eurexpo, à la Vive les PME, sans parler d'histoire. Parce que Lyon, Luc Dunhomme, c'est une histoire, et une très longue histoire. Merci d'être avec nous, Bruno Benoît. Vous êtes enseignant, vous enseignez l'histoire contemporaine à Sciences Po Lyon, c'est bien cela. Et ça m'intéresse, j'ai vu que vous étiez père du concept de lyonitude. Alors expliquez-nous, c'est quoi la lyonitude? La lyonitude, c'est un sentiment d'appartenance à cette ville. Au-delà on n'est pas obligatoirement né à Lyon pour partager la lyonitude, mais il faut en partager son histoire, et je dirais ses identités. Donc c'est-à-dire qu'il y a des non-lyonnais qui ont pu devenir des lyonnais porteurs de lyonitude. Simone de Beauvoir me disait, on ne naît pas femme, on le devient. Vous dites, on n'est pas lyonnais forcément, mais on peut le devenir. Tout à fait. C'est ça. Donc c'est pas du tout une ville qui refuse que des non-lyonnais puissent s'intégrer à sa démarche et à son existence. Donc c'est une ville ouverte. C'est une ville ouverte, et qu'il a montré dans son histoire. Vous parliez de la romanité, mais il y a eu la Renaissance où les Italiens ont été très nombreux à Lyon, et puis à partir de l'industrialisation lyonnaise au 19e, c'est une ville qui a accueilli énormément, je dirais, d'Européens et même de ressortissants de notre empire colonial. Voilà. Alors justement, vous parliez de ces identités. Ce sont quoi alors les identités de Lyon? Il y en a trois. Il y a trois identités. Il y en a deux qui sont, je dirais, qui apparaissent dès l'origine de cette ville. Qui date de quand d'ailleurs, juste pour... Oui, alors une identité économique, par exemple. Ouais. Lyon est une ville qui est située sur un carrefour de route. Un carrefour de route, et qui a eu, dès son apparition de Luc Dunhomme comme capitale des Gaules, elle a été une grande ville commerciale où transitaient, on peut dire, les marchandises venues, disons, du sud de l'Empire romain vers, par exemple, l'Angleterre. Et c'est une ville aussi où on allait chercher l'étain en Angleterre pour faire du bronze, puisque le bronze est fondamental. C'est cuivre plus bronze, et c'est l'Angleterre qui possédait des mines d'étain, dont le fameux cratère de Vix
qui existe dans un musée en Bourgogne, c'était offert par des Grecs qui venaient en Angleterre et qui l'ont offert à ces populations pour le passage, son passage sur la Saône. Immense passage. Oui, immense passage. Et ça, c'est l'identité économique qui s'est développée, bien sûr, avec les foires, je dirais, de la Renaissance, et qui s'est épanouie avec, au XIXe siècle, et à l'arrivée avec la foire de Lyon en 1916, qui est quand même aujourd'hui, parce qu'on est contemporain de cette foire. Ça, c'est la deuxième identité, c'est une identité spirituelle. Lyon, en 177, c'est la ville où il va y avoir le premier martyrologe des chrétiens. Dans l'amphithéâtre des 177, dans l'amphithéâtre des Trois Gaules, au pied de la Croix-Rousse. Et là, il y a puisque la ville était un carrefour aussi de population, il y avait des populations christianisées qui venaient, donc il y avait des esclaves qui étaient christianisés, et il y avait même des gens d'Asie mineure comme Potin, un évêque, un des premiers évêques de Lyon, qui va être mis à mort, pas par les lions, parce que ça c'est sur les représentations, mais en général tué par des taureaux, qui vous envoient en l'air. Cette identité spirituelle qui fait de Lyon, bien évidemment, en 1079, la Prima des Gaules. Lyon devient Prima des Gaules en 1079. Et donc l'archevêque de Lyon est Prima des Gaules, le premier des Gaules. Va aussi être, je dirais, grossi par ce culte de la Vierge qu'on a à Lyon, avec le vœu des échevins en 1643, au moment où la peste rôdait en France. Donc ça continue encore, enfin en tout cas la cérémonie... La cérémonie c'était en hommage, elle date de 1852. Elle date de 1852, mais c'était en hommage en effet à cette Vierge, la Fourvière n'était pas construite encore, mais il y avait une petite chapelle à Fourvière, on voit encore une belle statue de la Vierge dorée, c'était en hommage de cette Vierge. Et cette spiritualité... Elle s'est un peu enrichie de spiritualité, je dirais, marginale, comme la franc-maçonnerie, qui est une des grandes spiritualités laïques, peut-on dire, de la République, et qui s'est développée à Lyon à partir de la fin du XVIIIe. La fin du XVIIIe, très fort. Alors on dit que Lyon est une ville de spiritualité parce que c'est une confluence. Et une confluence, ça correspond à un sexe féminin. Donc, une ville féconde. Une ville féconde je dirais, en culte qui peuvent venir. Il y a une autre ville en Europe qui ressemble à Lyon et qui est une ville aussi féconde, c'est la ville de Prague. Il y a deux villes. Oui. Prague est une ville aussi très... Oui, avec les deux... Oui, c'est une ville aussi très curieuse, Prague. Et ces deux spiritualités vont aboutir, parce qu'il y a un personnage qui s'appelle Hippolyte Rivail, qu'on ne connaît pas bien à Lyon, sous le nom d'Hippolyte Rivail, mais qui est enterré non pas à Lyon, mais au Père-Lachaise et dont la tombe est en permanence fleurie. C'est le père du spiritisme. Le père du spiritisme, dont le nom s'appelle, en termes de spiritisme, Allan Kardec. Ah oui, Allan Kardec. Allan Kardec, mais son vrai nom, c'est Hippolyte Rivail. Il est né à l'angle, je dirais... Donc il y a un côté, spiritisme, spiritualité, à côté du christianisme. Oui, marginal, tout à fait. Ouais. Il y a ces deux spiritualités qui avancent, qui font pas obligatoirement bon ménage, mais qui cohabitent. D'accord. Et le troisième courant? Alors la troisième, elle date d'un drame. Elle date de 1793, lors de la Révolution française, quand Lyon s'est soulevé contre la Convention. Lyon s'est soulevé contre la Convention, pas pour des raisons, je dirais, d'autonomie, mais pour des raisons politiques. La ville de Lyon était une ville modérée sur le plan politique, et elle en voulait un personnage qui s'appelait Chalier. Chalier qui était un montagnard lyonnais. Et qui parlait d'établir la guillotine sur le pont Morand pour que les têtes tombent dans le Rhône, bref. Et c'est contre cette sorte de, je dirais, d'extrémisme, d'exagération politique, que les modérés lyonnais se sont soulevés, mais ça n'a pas plu du tout au comité de salut public à Paris, parce que la France révolutionnaire était en guerre, et on a envoyé l'armée à Lyon, et la ville a été prise, et on a mis la guillotine place des terreaux, et là ont été à peu près exécutées 1500 personnes. Avec la Vendée, c'est la ville qui a le plus souffert de la Révolution. La Vendée, ça a été un massacre. Donc, dès l'époque de Robespierre, ça. Oui, c'est à l'époque de Robespierre.
Et cette sorte de... Il y a eu un décret qui est sorti à la Convention au mois d'octobre 1793. Le décret s'appelle « Lyon n'est plus ». Ah, carrément. Ah, Lyon n'est plus. Lyon devait être détruite. Ah, mais Delenda, Carthago Est comme Carthage. Exactement. Ouais. Les révolutionnaires avaient une culture antique. Oui, c'était Lyon n'est plus. Lyon n'est plus. Alors on a démoli les immeubles de la place Bellecour, qui était officiellement portait la morgue aristocratique de cette ville. Mais vu qu'il y avait comme d'habitude des questions financières et qu'il fallait payer les démolisseurs, on n'a pas payé les démolisseurs et la ville, simplement, elle a eu quelques lieux qui ont été détruits comme les immeubles. Mais pas tout. Non, pas tout. Et elle a perdu son nom. Et son nom, elle est devenue Ville Affranchie. Comme une esclave. Ça s'appelait Ville Affranchie. Oui, Ville Affranchie. Et il a fallu attendre la chute, en effet, de Robespierre et la chute de la Terreur pour que la ville reprenne son nom. Et c'est surtout Bonaparte. C'est pour ça que Bonaparte a à Lyon une place un peu privilégiée, parce qu'il est venu à Lyon, Bonaparte, après la bataille de Marengo, et il a posé la pierre de la reconstruction des immeubles, des deux immeubles de Bellecour. Et donc, Lyon et Bonaparte, c'est un mariage un peu particulier. C'est un mariage particulier, même si une fois qu'il a quitté l'île d'Elbe en 1814 et qu'il est passé à Lyon, il s'est arrêté une semaine à Lyon, Napoléon. Il a refait son empire à partir de Lyon, il a reconstruit l'empire. Et après, il est monté sur Paris et il y a eu Waterloo. Mais avant de quitter Lyon, il a fait un texte qui est fondamental, que les Lyonnais n'auront... Qu'il a écrit à Lyon. Oui, qu'il a écrit à Lyon. Une affiche qui a été placardée sur les murs de Lyon et il y a marqué « Lyonnais, je vous aime ». Ce qui, ma foi, cher monsieur, est rarement dit, car en France, on n'aime pas beaucoup les Lyonnais. On n'aime pas beaucoup les Lyonnais. Regardez, le club de foot, l'OL, n'est pas un club très aimé. Oui, non, c'est pas le plus populaire. Non, c'est pas le plus populaire. Ni PSG, ni OM. Ouais. Mais dites-moi, ce Lyonnais, je vous aime, c'était quoi? C'était une déclaration. On la voit, elle est là. Oui. Au musée de Gadagne, qui est le musée d'histoire de Lyon, vous avez les affiches encore de ce Lyon, je vous aime. C'est-à-dire que Napoléon, quittant Lyon pour retrouver le pouvoir à Paris, fait aux Lyonnais une sorte de déclaration d'amour. Surtout que dans la chapelle du lycée Ampère, en 1802, là on est en 1815, je reviens en arrière, en 1802, il était à l'époque encore premier consul. Il vient à Lyon et dans la chapelle du lycée Ampère, devant une délégation de 400 délégués italiens, il se fait élire président de la République italienne. Donc la République italienne est née à Lyon, la première République italienne est née à Lyon. C'est intéressant. On appelle ça la consulta. La consulta pour les Italiens. Et c'est vrai que c'est un moment assez extraordinaire. Alors, Lyon, c'est cette coalescence. Oui. Quand un maire de Lyon arrive à faire la coalescence entre les trois identités, la ville de Lyon va bien. Et entre l'hétéro... économique, religieuse, politique... Exactement. Herriot a été, pour reprendre une expression gastronomique, Herriot a été le grand chef de ce que j'appelle l'hériotisme. Il a été le grand chef de de créer une identité lyonnaise qui est une sorte de plat où les trois ont été mêlés et étroitement associés. Le problème, c'est que Herriot a fondé l'hériotisme, c'est-à-dire la ville de Lyon est forte quand il y a une forte municipalisme, un antiparisianisme. À Lyon, tout ce qu'on n'aime pas à Lyon, on le met sur la rive gauche du Rhône, la préfecture par exemple. On n'aime pas tout ce qui représente l'État. Parce qu'il y a le souvenir de... Ah oui, toujours le sobrisme robespierriste, etc. Et puis, il y a cette idée aussi d'une ville qui est toujours une ville d'entrepreneurs. C'est une ville d'entrepreneurs. Et ça, il faut reconnaître que l'association chef d'entreprise, et ici on est bien placé, on est bien placé, chef d'entreprise et banque, forme Made in PME. Oui, Made in PME fait une belle association entre les entreprises et la banque, voilà. Et c'est vrai que c'est ça un peu Lyon. Lyon, c'est ça. C'est pour ça que l'université à Lyon n'a jamais été très valorisée, car l'université n'intéresse pas fondamentalement le monde des affaires. Le monde des affaires. Très intéressant. On va reprendre tout de suite avec vous. C'est absolument passionnant, Bruno Benoît. C'est vrai de montrer comment une ville s'est faite et comment on va continuer. On va d'ailleurs parler des Soyeux, peut-être, entre autres.
À tout de suite après cette toute petite pause. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. En direct depuis Lyon Eurexpo. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, dans tous mes états, je ne suis pas le seul, nous sommes avec l'historien Bruno Benoît, spécialiste français de l'histoire de la ville de Lyon. Il raconte ça très bien, on parlait de l'Lyonitude, on va parler des 3 grands courants quand même de cette ville, de la confluence, hein, le courant religieux, le courant économique, le courant historique et politique, effectivement. Et puis on ne peut pas ne pas parler, Bruno Benoît, de la soie, des soyeux, des canuts. Hein. Alors la soirée, elle arrive à Lyon en pleine Renaissance en 1528 et apportée par les Florentins, dont un certain Gadani à l'époque, qui était même consul de Lyon, c'est-à-dire l'équivalent de, je dirais, d'un maire de Lyon de l'époque, ce qui montre déjà que les Italiens s'étaient très bien intégrés. Et cette soirée va développer une activité unique, on peut dire, dans le royaume de France, c'est-à-dire une activité, mono-activité qui employait 50 000 personnes. 50 000 personnes, pas tellement sur la rive gauche du Rhône, mais surtout dans la presqu'île, sur les pentes de la Croix-Rousse et dans ce qu'on appelle le Vieux-Lyon aujourd'hui. Cette soirée, elle a développé ce qu'on appelle la fabrique des tissus de soie avec 2 choses assez extraordinaires. C'est-à-dire c'est un capitalisme commercial et pas du tout un capitalisme façon 19e. C'est-à-dire que le chef d'entreprise, le marchand fabricant, ne possède pas d'usine. Il ne possède que la matière première, la soie, et les commandes. Mais qui possède l'usine? Les chefs d'atelier, qu'on appelle canuts au 19e. Et qui emploient des compagnons et qui, bien entendu, possèdent, selon leur capacité, un ou plusieurs métiers. Et ces métiers, en effet, tournent et vous avez des problèmes, c'est-à-dire quand il y a une crise, une révolution, un renversement de monarchie, les commandes sont moins fortes, la ville de Lyon connaît des difficultés économiques, puisque c'est une mono-activité. Et il n'y a pas grand-chose d'autre à Lyon, à part des teinturiers pour les teintures de la soirée. Et un peu de mécanique basique pour faire les métiers. Mais bien évidemment, au 19e siècle, il y a une chose qu'on appelle le tarif. C'est-à-dire à quel tarif les marchands fabricants payent les chefs d'atelier les pièces commandées. D'accord. Et tout ça se discute sur les pentes de la Croix-Rousse, dans des bouchons lyonnais, autour d'un pot ou d'un tablier de sapeur. Et bien évidemment, en 1831, lors d'un mécontentement des chefs d'atelier et des canuts contre le mauvais paiement des pièces, il va y avoir la fameuse révolte des canuts, qui a lieu en novembre 31, qui est une révolte assez unique en Europe, puisqu'elle secoue l'Europe. Toute l'Europe est secouée par cette révolte des canuts, et beaucoup de beaux esprits vont venir à Lyon pour voir ce que c'est que cette ville qui a engendré, et avec le fameux slogan vivre en travaillant ou mourir en combattant. Ils descendent des pentes de la Croix-Rousse vers l'hôtel de ville. Les bourgeois lyonnais, comme d'habitude, ont fui dans leur domaine. Ils occupent la mairie, mais vu qu'ils ne sont pas politiques, rapidement, ils rejoignent leur atelier et la répression arrive en 31. Il va y avoir des arrestations, des exécutions, mais il y en aura une autre en 1834, qui cette fois n'est pas une seule révolte des canuts sur fond salarial, mais c'est une révolte républicaine, qui là, elle sera encore plus durement, disons, réprimée par la monarchie. Et en avançant un peu, parce que vraiment, on pourrait vous écouter pendant des heures, c'est vrai que c'est une histoire passionnante. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a eu une très belle chanson sur les canuts. C'est nous les canuts, nous n'irons plus nus, etc. On ira tout nus, oui. Ouais, pour gouverner, il faut avoir le chant et Dian, sans sautoir, me rappelle, très belle chanson. Aujourd'hui, on peut parler, aujourd'hui encore, parce que au moment où les identités
sont soumis à l'auberge espagnole des fantasmes. On peut parler d'identité lyonnaise. Est-ce que ça a un sens aujourd'hui ou pas Écoutez, là, vous avez mis le doigt sur ce qui blesse. Il est évident que l'identité lyonnaise a atteint son acmé en 58 au moment du bimillénaire de Lyon. 1958. Oui, 1958. Herriot venait de mourir, c'était Pradel qui était maire de Lyon. Mais c'était Herriot qui avait préparé. Pradel, même si c'était pas un génie intellectuel, c'était un fils, je dirais, un fils adoptif d'Herriot. Donc il faisait de l'herriotisme. Il est évident qu'en 58, la population n'était pas brassée comme elle a été brassée par la suite. Il y a eu l'arrivée des Pieds Noirs massifs à Lyon en 62. Ils ont occupé la Duchère et Pradel a été un maire très accueillant pour les Pieds Noirs. Il y a eu l'immigration qui est arrivée massivement. Et je dirais que ce qu'on appelle le fond, comme dans une casserole, le fond de lyonitude, il n'a cessé de diminuer. Il n'a cessé de diminuer. Et que aujourd'hui, la lyonitude, elle existe un peu d'une manière subliminale. Quand les hommes politiques l'appliquent, et le maire de Lyon actuel est parisien, il n'a pas du tout la veine de la lyonitude. Oui, il ne sait pas ce que c'est que la lyonitude, soyons. Non, il m'a rencontré pour essayer de capter quelques éléments, mais il est évident qu'il va y avoir un truc assez extraordinaire, c'est le fameux monument à la Shoah. Il va y avoir un monument à la Shoah à Lyon qui va être établi place Carnot. C'est un amoncellement de rails de chemin de fer qui symbolise... Le problème, jamais les nazis n'ont embarqué les juifs à la gare de Perrache. Ils les ont embarqués à la gare de Vénissieux. Les nazis étaient assez malins pour pas qu'on embarque les juifs dans un lieu public fréquenté par la population. Donc, alors, si la gare de Vénissieux, vous la trouvez, c'est déjà fort, parce qu'il faut la trouver, la gare de Vénissieux. Mais le maire actuel, pour des raisons de récupération politique, utilise la place Carnot, qui est quand même un symbole. Il y a la République, il y a la gare. Alors que ça n'a rien à voir avec l'histoire. Non, ça n'a rien à voir avec l'histoire. Voyez, donc, et on peut dire que la lyonitude aujourd'hui, dans une population qui a été brassée par les courants d'immigration, aussi bien nationaux qu'internationaux, la lyonitude, elle reste plutôt un élément de conférence ou d'intervention, plutôt qu'un élément vécu. Voilà, est-ce qu'il y a encore, alors disons ça comme ça, mais est-ce qu'il y a encore un résiduel quelque part? Oui. Alors, si je cherche la lyonitude, même dans des détails, est-ce que je peux la trouver? Oui, il y a l'Académie du Gourguillon. L'Académie du Gourguillon, qui est une académie qui a été créée au 19e siècle, et jamais, par exemple, Herriot en était membre, mais Herriot et surtout Justin Godard. Voilà un personnage qu'on a oublié à Lyon, Justin Godard. Justin Godard, c'est un fils de Canut. Il est maire de Lyon à la Libération parce que Herriot était prisonnier en Allemagne. Il était maire de Lyon. C'est un personnage extrêmement important, c'est un avocat, mais un homme plutôt de centre-gauche. Et ce personnage, il est le grand président de l'Académie du Gourguillon. Et Herriot, ce qui est assez curieux, c'est qu'entre Herriot et lui, ils ne s'entendaient pas très bien. Alors que ce Godard a été ministre de la Santé. Et donc l'Académie du Gourguillon... C'est une académie qui elle existe. Oui, elle existe toujours. Et bon, on ne peut pas dire qu'elle soit porteuse d'un discours qui est de grande résonance, mais elle existe. C'est une sorte d'académie qui tourne un peu sur elle-même, mais elle est porteuse de cette mémoire. Voilà. Est-ce que Bruno Benoît, on peut dire, et encore une fois, il ne s'agit pas de réduire, etc., parce que c'est l'histoire extrêmement riche et vous l'avez en quelques mots, mais très très bien résumé. Est-ce que on peut dire qu'aujourd'hui, dans cet art de vivre, cet art de bien manger, parce que ça reste, est-ce qu'il n'y a pas une lyonitude dans cet art du bien manger aujourd'hui à Lyon? C'est vrai qu'à Lyon, je me permets de dire, on se connaît quand on a mangé ensemble. Donc, pour se connaître, il faut manger ensemble. Il faut manger ensemble. Là, on a parlé ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'on se connaisse. Non. Ça veut dire que... On mangera ensemble, on se connaîtra mieux. L'art de la table reste quand même un élément fondamental, et même si ce n'est pas une des identités,
il est, je dirais, un des supports d'identité. C'est ça, les supports d'identité, absolument. Et juste pour terminer, est-ce que vous pensez que c'est ça, c'est-à-dire qu'entre la modernité et la tradition, est-ce que, en fait, je dirais en quelques mots, il ne faut jamais oublier le passé quand même. Est-ce que c'est pas ça le problème? C'est que quand on dit du passé, faisons table rase, on voit très bien ce que ça donne d'ailleurs dans tous les domaines. Il est évident que, en tant qu'historien, quand le présent ignore le passé, il peut commettre des irréparables. Il est évident qu'aujourd'hui, sans tomber dans l'actualité internationale, on a ignoré le passé et aujourd'hui, ça permettrait de comprendre ce qui peut se passer dans certaines situations internationales que je n'évoquerai pas. Mais il est évident que cette ville de Lyon ne peut pas se comprendre aujourd'hui si on ne la met pas en perspective avec son histoire de longue durée. Même si elle, comme vous l'avez si bien fait remarquer, même si ça joue à la marge, ça joue quand même. C'est clair, on le voit partout, comme vous dites, aussi bien dans l'international que le national. Oublier le passé, c'est se condamner d'ailleurs à le revivre, mais pas de la façon la plus glorieuse. Exactement. Merci beaucoup Bruno Benoît, merci pour votre intervention. Et voilà, nous quittons là-dessus, nous quittons le Lyonnais, et nous ne quitterons pas évidemment l'art de la table et l'art du bien vivre. À bientôt. Sud Radio. Vous êtes 900 000 à nous suivre sur notre chaîne YouTube. Quel succès! Merci de votre fidélité. À votre radio préférée, c'est Sud Radio et c'est Judith Belair qui vous parle. Sud Radio, parlons vrai.